Bonjour à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici et je vous remercie d'être aussi nombreuses dans la salle pour parler justement de ce qu'a réussi la tech comme secteur, donc à échouer dans la féminisation. Aujourd'hui, je suis ici, donc devant vous toutes. Je suis devant vous toutes parce que, en octobre, il s'est passé un truc. Je sais pas vous comment vous êtes sur les réseaux sociaux, moi je suis un petit peu souvent connectée et un petit peu souvent énervée, d'où le fait qu'il y ait du rouge un peu partout. Et du coup, donc début octobre, qu'est-ce que je fais ? Je me connecte sur un truc qui s'appelle LinkedIn. Qu'est-ce qui se passe en octobre ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé en octobre sur LinkedIn ? Tout début. Ouais, un post, exact. Oui. C'est ça, on va dire délicate. Effectivement, il y a eu une offre d'emploi très délicate qui a été posée début octobre. Et on va commencer. Je vais tout simplement vous demander si vous connaissez la personne qui va être affichée à l'écran. Et en fait, c'est simple. Pour être sûr que vous réagissiez un petit peu, j'aimerais que les personnes qui ne connaissent pas la personne affichée font un petit signe, fassent un petit signe. Ouais, tout le monde ne le connaît pas. Alors, si vous ne connaissez pas ce personnage, il s'agit de Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, qui est un acteur porno. Acteur porno qui est connu pour être extrêmement violent avec ses partenaires, extrêmement agressif, et qui est également un violeur et un agresseur sexuel. Pourquoi je vous parle de lui ? Tout simplement parce que Monsieur Rocco Siffredi était sur une offre d'emploi avec une petite phrase à côté. Si toi aussi tu aimes les tests de pénétration, rejoins la team de nos pentesters. Donc qu'est-ce que ça dit ? Apologie du viol, sympa. Du coup, moi en tant que femme, est-ce que j'ai envie d'y aller ? Non. Bon, déjà que je suis pas très dans la cyber, mais soit. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi je suis une étudiante. J'ai envie de m'intéresser à la cyber, je vois potentiellement ce genre d'entreprise où je vais me retrouver, où je vais être en insécurité, parce que potentiellement, un jeu de mots dans une offre d'emploi sur le viol, sur une agression sexuelle, à quel moment moi je vais vouloir y aller ? Je sais pas vous, mais j'imagine que ça vous attire pas. La société n'a pas de nom, bien évidemment, ça commence par A et termine par Maris. Et donc voilà, super. Le post a été effacé, bien entendu. Juste après, un mot du directeur général qui a validé à 100% cet humour et les gens n'ont pas d'humour, les gens n'ont pas d'humour. Évidemment, j'ai pas envie de postuler chez toi si je pense que je vais être violée, mon gros. Donc ça, c'est de la merde. J'espère que c'est assez explicite. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc on va reprendre un petit peu les bases de la communication. Et j'espère que je vais pas trop être énervante ou désobligeante avec vous, mais ça devrait quand même bien se passer. Donc moi, je suis Amélie, je suis développeuse full red, parce que full stack ça veut rien dire et cred c'est quand même plus joli. Je suis développeuse à The Tribe en alternance et je suis actuellement donc en études à Epitech. Je suis à Epitech aujourd'hui, mais moi je suis issue d'un parcours de reconversion professionnelle. J'ai commencé par un bootcamp, j'ai fait une autre école d'info. J'ai fait une autre école d'info et à la base moi je suis esthéticienne de métier. Voilà, j'ai fait plein de trucs, travailler en restauration, on s'en fout. Dans la tech aujourd'hui, donc ça fait même pas 2 ans que je suis dans la tech, je suis assez investie sur pas mal de choses. Je suis badass motivator, donc chez Motiver où nous avons sa créatrice qui est juste au premier rang. Je suis aussi membre du CHES, donc en ce moment je suis pas trop active, mais j'y suis quand même. Et à Epitech, il n'y a pas eu de safe place pour les femmes qui étudient là-bas, et du coup, je l'ai créé à la rentrée. Enfin, je suis arrivée, et j'ai dit, c'est bon, on va commencer les choses sérieuses. Donc sur cette conférence aujourd'hui, moi j'ai quand même envie de reprendre tout simplement la base, c'est-à-dire pour communiquer correctement, il faut que vous ayez des sources. Il faut que vous ayez des faits, il faut que vous ayez des études, il faut vraiment que vous ayez de la matière en fait à sortir. On va voir ça. Ensuite, on va tout simplement apprendre un petit peu les bases, en tout cas, pour reconnaître le sexisme et la misogynie dans la communication, que ce soit la communication verbale, non verbale, peu importe. Ensuite,
on va revoir un petit peu l'ensemble pour comprendre comment en fait communiquer correctement. Parce qu'il y a toujours des postures que vous pouvez prendre, que vous pouvez vous permettre, mais il y a toujours des choses en fait qui vont être trop borderline et il faudra pas. Et pour terminer, on va expliquer pourquoi il faut enfin prendre position et arrêter de faire oui, moi je suis ton bro, je te kiffe, même si je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est fini, t'es un violeur, tu dégages. Voilà. Commençons. Avoir des sources récentes et fiables. Pour communiquer. Déjà, on va commencer par la base, parce que la tech, c'est pas connu pour la communication. C'est un petit peu stéréotypé, je vous l'accorde, mais pourtant, c'est assez factuel. La communication, c'est juste le fait de transmettre une information à quelqu'un d'autre. Comment vous allez vouloir transmettre cette information? Dans quel but? Pourquoi? Ça va énormément changer. Avec quel support, etc. On va éviter d'aller trop dans le détail, mais il y a quand même des petites bases à savoir. Pour commencer, c'est les modes de communication. Est-ce que vous communiquez de manière plutôt visuelle? Donc moi, par exemple, c'est beaucoup la couleur, pour dire que je suis plutôt énervée. C'est plutôt facile à comprendre le rouge. Par contre, sur la communication écrite, la manière dont vous allez aligner certains mots, comment vous allez écrire certains mots, juste le fait d'écrire que au masculin, par exemple, et on va le voir après, vous allez cibler forcément les personnes que vous écrivez. Et puis après, dans le non-verbal, tout ça, on va pas trop s'y joindre, mais voilà. Ensuite, il y a comment vous allez communiquer en fonction de votre cible. Est-ce que vous parlez à quelqu'un, une seule personne? Est-ce que vous parlez vraiment à une cible précise, dans une niche vraiment, et du coup, là, le vocabulaire, il peut être très pointu, etc., c'est pas grave. Et et normalement, c'est comme ça que ça se passe, si vous êtes par exemple sur les réseaux sociaux, on parle d'une communication de masse. Vous êtes censé comprendre et savoir que vous allez faire en sorte de parler à un maximum de personnes. Et du coup, la posture va devoir être différente. Ensuite, donc les styles de communication, donc c'est assez marrant ça, parce qu'on pourrait croire que moi je suis agressive, mais en réalité pas du tout. Et donc pour commencer, ça c'est vraiment un petit détail. Normalement, ça doit vous aider en fait ces styles-là. Quelqu'un de passif, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à exprimer ses émotions, qui va pas forcément réussir à prendre la parole sur des temps de réunion, etc. Ça, le but en général de savoir ça, c'est plus de savoir à qui vous vous adressez et par conséquent comment lui parler. De savoir où vous vous situez, ça peut aussi vous aider si vous voulez vous améliorer, si vous voulez être moins agressif, plus assertif, etc. Assertif, c'est vraiment quand... que je dise pas n'importe quoi. C'est quand vous êtes vraiment très direct, que vous répondez directement à une problématique et vous passez pas par A plus B plus C plus C pour dire Z, quoi. Vous êtes là. Là, par contre, ça va être extrêmement important. Pourquoi vous communiquez? Pourquoi vous postez une annonce d'emploi? En général, il y a quand même plusieurs objectifs, et ces objectifs-là, ils sont de l'ordre de fédérer, par exemple, des personnes à votre culture d'entreprise, la manière dont vous allez faire votre offre. Quand vous allez communiquer, par exemple, sur un tips que vous avez trouvé technique, mais c'est pareil, vous allez vouloir faire en sorte, si c'est, entre guillemets, une bonne méthode de travail, par exemple, vous allez vouloir fédérer dans le comportement, en fait, votre auditoire. Et là, cet objectif, vous devez vous remettre au fait que vous avez une cible. Est-ce que c'est une cible de masse? Est-ce que c'est une personne individuelle? Pour vous adapter et communiquer, en fait, correctement avec ça. La communication, aujourd'hui, il y a quand même de nombreuses études qui prouvent en fait que la communication, que ce soit dans le marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, impacte énormément les mœurs. Ça impacte énormément les mœurs parce que par exemple en quelques années, à force de répéter certains messages, quand on les répète, ça devient normal. À force de répéter il y a quelques années que les femmes devaient avoir le droit à l'IVG, aujourd'hui, normalement, c'est quand même quelque chose qui est censé être acté dans les mœurs. Et en fait, il y a vraiment un lien entre la communication et les mœurs. Il y a vraiment un lien, et on va le voir un tout petit peu plus tard, sur comment les deux vont se nourrir l'un l'autre et comment la communication, certaines choses vont évoluer. Par exemple, il y a des slogans marketing qui arrivent à être sortis
parce que les mœurs le permettent et inversement. Il y a des mœurs qui commencent à sortir parce que il y a tellement de communication, que ce soit sur les réseaux, sur la pub, à la télé, qu'il y a des choses qui sont plus facilement acceptées par une société. Donc ça, c'est un des impacts de la communication. Pardon. Et également, la communication dans son ensemble, la manière dont vous écrivez, la manière que vous faites des pubs, la manière que vous écrivez sur les réseaux, que ce soit par rapport à votre entreprise, sur votre blog, tout, ça va impacter aussi l'ensemble des préjugés et des biais que va avoir votre auditoire. Les biais, c'est vraiment des raccourcis de logique que votre cerveau fait pour réfléchir plus vite. Par exemple, truc tout con, il y a du feu en face de moi, je vais pas me demander à quelle température est le feu pour savoir moi à combien je brûle pour mettre ou pas ma main. Genre direct, je me dis ouais, le feu c'est un peu dangereux quand même, on n'y va pas. Et le truc c'est que tout ça, ça fait perdurer. Par exemple, un préjugé aujourd'hui dans la tech, c'est que pour faire de l'info, il faut être excellent en maths, par exemple. Ça, c'est un biais qui reste à cause de la communication. La représentation, la manière dont vous allez communiquer par rapport aux mœurs, par rapport aux préjugés, si vous ne faites pas attention à tout ce que vous générez sur les points 1 et 2, eh bien, vous allez créer une présence ou une absence de représentativité. Par exemple, on verra un chouille plus tard, mais si vous n'écrivez que développeur, tout le temps, à quel moment, moi en tant que développeuse, je vais me sentir cible et incluse dans ce que vous dites? Ensuite, autre chose, la communication dans son ensemble valide ou pas, mais actuellement c'est plutôt valide, les violences sexuelles et sexistes. Les violences sexuelles et sexistes, c'est quelque chose où on va un petit peu zoomer dessus, mais quand vous acceptez une parole, quand vous la validez, quand vous ne vous en plaignez pas, vous acceptez l'idée de la parole. Et c'est quelque chose qui se fait sur du moyen et long terme. À court terme, on le voit pas, on va pas forcément le percevoir, ça va pas forcément nous impacter à court terme, mais c'est quelque chose qui va faire évoluer les autres points aussi. Du coup, ces 4 points, moi je trouve qu'ils se nourrissent vachement, et si à un moment on rentre pas dans le tas, on ne casse pas tout, si on ne stoppe pas à un moment donné, ils vont à chaque fois se nourrir. Donc il est temps qu'on comprenne ce qu'on peut faire. Au niveau de l'évolution des mœurs, alors il y a une étude, alors c'est un mémoire en fait d'un doctorant qui a été fait en 2014, je sais plus, en 2014, et en fait c'est une super étude qui est un peu difficile à lire par contre, de quasiment 400 pages, enfin et c'est un lien entre justement la sociologie et le marketing, et du coup on va voir quelque chose dedans. Hop. Quand je vous dis merci qui, à quoi vous pensez? Jackie et Michel. Ok. Jackie et Michel, le grand site porno, avec d'énormes scandales justement de viol aussi et de non-consentement des parties sur les vidéos. Alors que, à la base, merci qui, ça vient de quoi? Ça vient de Mamie Nova. Pauvre mamie. Pauvre mamie. À la base, c'est un slogan donc qui a été fait en 84, donc par Philippe Michel, qui est mort en 93, pour l'info, pour la marque, du coup, Mamie Nova. Absolument pas de rapport avec du porno. Et pourtant, la communication a tellement impacté le slogan, l'a tellement transformé, qu'aujourd'hui, dans cette salle, la majorité a répondu Jackie et Michel. Donc, avec un merci qui, vous pensez à du cul au lieu de penser à du yaourt. Après, les deux peuvent potentiellement... Enfin bon. Comment du coup cette publicité, comment le marketing nous influence? Donc là, on revient sur cette étude dont je vous ai parlé, c'est une mémoire, qui a été réalisée du coup en 2014. Franchement, si vous êtes des personnes qui sont curieuses, je vous invite fortement à le lire en plusieurs fois, en regardant bien les sources à chaque fois, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue sociologique, dont ces deux extraits qui sont qui sont vers les pages 360 quelque chose.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mécontentement des personnes qui ont été étudiées sur pas mal de slogans, c'était parce que on avait atteint leur limite identitaire. Les personnes ne se reconnaissaient pas dans la cible, et du coup, il pouvait y avoir en fait du mécontentement par rapport au slogan, alors que le slogan tout seul, il était plutôt safe. Et en fait, quand vous ciblez mal, par exemple, quand vous ciblez mal, vous allez exclure, intentionnellement ou pas, hein, mais vous allez exclure une majorité de votre auditoire. Bon, tant pis. Alors, je vais vous les lire. Donc, premier extrait, donc c'est celui qui est un peu plus tôt par rapport au retour justement sur un slogan. La création publicitaire recourt aux éléments qui sont les plus partagés. Les mœurs. Tout ce qui se trouve facilement dans les mœurs. Directement ou indirectement. Parce que forcément, qu'on le veuille ou non, on va être influencé par notre environnement. Et au savoir donc qu'ils sont communs, parce que co-vécus, co-mémorisés par les membres d'une même communauté. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, il y a un travail collectif, en fait, dans tout ça. C'est une responsabilité collective. Au niveau du slogan, pour lequel des personnes ont été interrogées, justement par rapport à leur réaction, on peut considérer le fonctionnement de ce genre de publicité comme similaire à la pratique argotologique. Argotologique, c'est l'étude de l'argot. Des banlieues, dont on connaît bien la fonction, protéger le groupe contre les forces extérieures et conforter l'identité et l'être ensemble spécifique du groupe. Est-ce qu'il parle pas de statu quo, un truc comme ça, non? Cette étude est extrêmement intéressante, elle remonte énormément de choses. Ces deux extraits m'ont vraiment, je les ai trouvés très percutants par rapport à mon sujet aujourd'hui. Donc évidemment, toujours sans les 300 premières pages, ça peut potentiellement être compliqué. Mais il y a quand même une histoire de responsabilité collective et le fait de garder notre propre environnement, de le sécuriser, de parler qu'aux gens à qui on a l'habitude de parler et de rester dans notre petit environnement sans accepter les autres. Ensuite, au niveau des préjugés et biais. Donc là, c'est un autre point. On va partir sur d'autres études. Donc là, moi, je me suis perdue sur les sites du Cairn et compagnie, avec des études justement sur l'impact du genre dans la communication. L'étude Grammatical Gender in German Influence, qui a été réalisée du coup en 2018. Donc la langue germanique, c'est une langue qui est genrée comme la nôtre, donc ça me paraît pertinent. La conclusion, c'est que la forme masculine ne représente pas les genres de manière égale. Il y a dans cette étude, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'il y avait les personnes qui étaient, les sujets, en fait, étaient dans une cabine de test insonorisée, très faiblement éclairée, et on leur a demandé de lire attentivement des phrases. Donc il y a eu plusieurs tests avec des phrases, du coup, avec des noms masculins, des noms féminins, des ensembles neutres également. Et le but, c'était d'avoir leur temps de réaction pour voir si, pour eux, c'était une femme dont on parlait ou un homme. Quand justement il y a eu sur un genre neutre, alors c'est un peu flou, je suis vraiment désolée. Quand c'est sur un genre neutre, on est vraiment par rapport à des biais en fait sociétaux. Par exemple, métallurgiste, on n'a pas l'habitude de s'imaginer des femmes dans ce métier-là. Dactylo, c'est autre chose. Dactylo, c'est par rapport aux secrétaires aussi, où il y a une grande vague de femmes qui étaient secrétaires. Donc, malgré le fait de neutraliser le genre, on va avoir nos propres interprétations par rapport à notre environnement, notre vécu. Toujours sociétal. Hein. Quand tout est genré au masculin, à aucun moment on imagine du coup on imagine des femmes quoi. Et du coup par contre ça se rééquilibre un petit peu plus quand on genre correctement, quand on genre au féminin. Là on visualise un peu plus le féminin. Alors évidemment il y a des métiers où c'est toujours un peu compliqué, croque-mort par exemple, mais globalement tout ce sont les mêmes mots hein, dans cette étude.
globalement, la représentation qu'on se fait, elle va changer à cause juste du genre qui va être utilisé. Donc, là, on sait que notre communication, le genre, ça influe les pensées des gens. Comment on va parler. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai juste parlé au féminin. Ça a fait sourire quelques personnes. Évidemment, c'était volontaire. Mais juste dire bonjour à toutes, bonjour à tous, j'inclus tout le monde dans cette salle. Aujourd'hui, j'ai fait le choix volontaire, j'ai fait le choix d'exclure certaines personnes. Désolée. Tout ça, ça va impacter, du coup, la représentativité. Ça va impacter tellement que ça impacte le choix d'orientation scolaire, justement, des jeunes filles qui sont actuellement donc collège-lycée et qui ne s'orientent pas du tout dans la tech. 56% des lycéennes aujourd'hui, donc ça c'est une étude qui a été faite en 2021 entre Epitech et Ipsos, donc une vraie étude avec des données qui sont très conséquentes, 56% des lycéennes sont intéressées par le numérique. On n'est absolument pas dans ces ordres, dans ces niveaux-là pour les études dans le numérique tout confondu. Sur ces 56%, seulement 37 envisagent sérieusement, une école d'info ou d'ingé. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a que 33% des filles qui sont encouragées par leurs parents et leur environnement pro. Alors que chez les garçons, vous êtes encouragés à 61% par votre environnement pro et perso. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait juste avant, voir d'où viennent les biais, comprendre leur impact, ça ne fait pas qu'influencer les personnes qui sont censées être actrices de leur éducation, ça impacte les personnes qui les influencent aussi. Comment vous faites, vous, quand vous êtes jeune? Alors, quand vous êtes jeune, vous êtes au lycée, vous voulez aller dans un truc, donc l'info ou peu importe, et vous avez vos parents qui vous disent bah non, c'est quand même un métier de garçon, tu vas pas être bien, machin. Bon, on va les écouter, c'est nos parents, ils nous veulent notre bien. Donc tout ça, ce qu'on a vu avant, ça a cet impact. Il y a d'autres choses encore comme impact. Donc ça, c'est pour le côté avant d'aller dans le milieu. Au final, en 20 ans, la tech, le nombre de femmes a diminué de moitié dans juste le secteur. La tech, c'est pas juste faire du dev, hein. Il y a plein d'autres métiers confondus, et on a perdu la moitié des femmes. La moitié des femmes, donc là c'est par rapport à une autre étude, arrêtent de bosser dans le secteur quand elles atteignent 35 ans. Vous n'êtes pas toxique par hasard? Qu'est-ce qui fait qu'on se casse à 35 ans d'un secteur? C'est pas d'une boîte, c'est pas d'un métier, d'un secteur. Salut, bye bye. 48% des femmes dans la tech ont été harcelées sexuellement. Tu m'étonnes qu'est-ce qu'il y a avant leurs 35 du coup. Et pour terminer donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à 13% de femmes qui travaillent actuellement dans le numérique. On a quand même l'impression que c'est lié dans tout ça. Enfin, évidemment, comment je l'aborde, oui. Si vous voulez les sources, plein de sources, je vous laisse scanner ça. Je vous emmène sur un repo GitHub que j'ai fait tout à l'heure quand l'idée m'a popé. Et vous allez avoir plein de sources. Donc c'est un peu en vrac, j'ai essayé de trier sur 3 thèmes. Et du coup, vous allez avoir différentes sources. Donc certaines que j'évoque et que j'ai évoquées, d'autres pas du tout. Vous n'allez pas comprendre pourquoi elles sont là, mais je vous invite à les lire. Il y en a où il va falloir dépenser des sous pour certaines études aussi. Allez-y, instruisez-vous, faites-vous kiffer. Donc voilà. Donc là, on est sur juste la première étape. Étape 2. Reconnaître le sexisme et la misogynie. Comment on fait ça? Est-ce que quelqu'un ici a des exemples de phrases sexistes ou misogynes? Du vécu, pas vécu. T'es sûr que c'est toi qui as codé ça? Parce que t'es une femme et t'en es pas capable.
T'as tes règles parce que t'es énervé. Ouais, par exemple. Fais des études, ma fille, tu réfléchiras en faisant la vaisselle. Waouh. Ouais. Rassure-nous. Autre chose? C'est bien qu'il y ait une femme dans l'équipe, on va pouvoir choisir des meilleures couleurs et des meilleurs designs. Alors ça, c'est un truc qu'on risque pas de me dire, parce que sinon je fous du rouge partout. Ouais, sympa. Ok. Ouais. Ce sont de très bons exemples de sexisme et de misogynie, et puis que ce soit dans le... On a eu du pro, on a eu du perso. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille dans le terrain des blagues. Vous savez, les trucs... Ah, faut rigoler. T'as pas d'humour. Moi, j'ai beaucoup d'humour. J'adore les blagues. Je suis hyper beauf en plus. Donc, il y a des choses... J'essaye de pas rire, mais... Il y a quand même des trucs où je me dis, quand même, les mecs, vous faites un post LinkedIn et la première chose que vous faites, encore LinkedIn, hein, vraiment c'est un enfer ce truc, c'est j'ai demandé à ChatGPT comment comprendre une femme et il a planté. Ah, c'est bizarre, il y a personne qui a rigolé là. Allez, donc... Hein? Très bonne accroche, ouais, très bonne accroche. Je pense sincèrement que les blagues, ce sont les pires. Ce sont les pires parce que sous couvert d'humour, sous couvert qu'on a nos règles et qu'on peut pas rigoler du coup, on fait passer des messages où on rend encore plus inférieure la femme et on normalise complètement des dialogues qui devraient pas être là. LinkedIn, c'est un réseau professionnel, c'est sur Internet, c'est écrit. C'est écrit, je le lis, je le relis. Donc ça rentre encore plus. Quand c'est dit une fois en environnement pro, ça peut être de l'agression, ça peut être du harcèlement. Alors celui-là, c'est le alerte humour. Alors ça, c'est gros boomer qui sait qu'il fait pas une blague. Vous avez vu que j'ai pas caché les noms, hein, c'est absolument volontaire. It's a joke. Bah ouais, women aren't object. Blague de dev, on fait un objet, on fait une femme. Est-ce que ces gens-là, ils devraient pas se faire licencier, là? J'ai pas envie de bosser avec des gens comme ça. Ça représente leur entreprise, ça représente l'insécurité que je vais avoir dans leur entreprise, ça représente les risques de harcèlement que je peux avoir, ça représente les risques de violence que je peux avoir, parce que ça, techniquement, c'est une violence. Excusez-moi, mais j'ai des organes, du sang, enfin... Je suis pas un objet, quoi. Et toutes les femmes ne sont pas des objets, et les hommes non plus. Donc, il y a ce que vous m'avez dit dans l'Assemblée, avec vraiment des choses qui dégradent vos potentielles compétences. Il y a des blagues, il y a des réflexions donc sur la vaisselle, entre autres. Enfin, c'est le fait d'être forcément avec du style quand on est une femme. Enfin, bof. Le problème du sexisme et de la misogynie, c'est que ça a trop de formes. Ça a trop de formes. Il y en a qui sont plus vicieuses, donc comme les blagues, par exemple. Il y en a qui sont plus directes, où quand un mec, la seule chose qu'il sait faire quand il est pas content, c'est frapper une meuf. On voit tout de suite que c'est du sexisme, c'est facile à reconnaître. Mais toutes ces choses plus insidieuses, tout ce qui est caché, et là donc je vous ressors une image que je trouve très très bien, où on vous montre ce qui est visible, ce qu'on a l'habitude de voir. Donc dans ce qui est visible, c'est les meurtres, hein, les féminicides, les viols, les menaces, le fait d'être abusé sexuellement, d'être harcelé. Mais tout le reste, tout ce qu'on voit pas, le fait qu'on vous humilie et qu'on vous dévalorise, par exemple, quand t'es sûr, c'est toi qui as fait ça? On est en dessous là. Quand on fait de l'humour sexiste, on est en dessous aussi. La langue sexiste, c'est ce qu'on a vu précédemment. Quand vous excluez la moitié de la population, donc la moitié techniquement de votre cible, c'est sexiste. Tout ça, il faut être vigilant quand vous communiquez. Il y a tellement de choses qu'on a intégrées, tellement de blagues qu'on a intégrées, que même moi, en tant que femme, j'ai été éduquée dans un monde sexiste. J'ai eu des pensées qui étaient sexistes. C'est normal, on a toutes et tous été éduqués de la sorte. Maintenant, on est des adultes, on travaille dans la tech, on sait faire une recherche sur Google. On sait faire une recherche sur Google, on sait se remettre en question normalement, et on peut avancer. Donc on fait attention à ça quand on va communiquer. Et du coup, pour communiquer correctement, qu'est-ce qu'on fait? On apprend, donc avec des sources,
en lisant des études, en lisant des articles, des résumés, si on a du mal avec les grosses études de 400 pages, là. On veille à ce qui sort, on s'intéresse à des comptes qui sont par exemple féministes, qui sont par exemple engagés, qui sont militants. On s'interroge sur l'existence de la langue française, comment ça se fait qu'en 1700, on ait dit que le genre masculin, par exemple, était plus noble, donc il devait écraser le genre féminin pour écraser la femme. On veille, et on essaye de comprendre les origines de tout ça. On écoute. Je sais pas trop comment aller dans le détail pour ça, mais écoutez quand on vous dit que ça va pas, que ce que vous dites ça va pas, que ce que vous répondez ça va pas, quand vous écrivez un truc, c'est pas grave de merder. On merde toutes et tous. Moi je merde quasiment tous les jours et je vous raconte pas ce que j'ai merdé hier, mais on merde et c'est normal, mais c'est pas grave. Genre on est agile dans la tech normalement, je crois. Donc on fait des erreurs, on récupère des feedbacks, on réitère et on s'améliore. C'est pas grave de merder. On répète, du coup. L'agilité et tout ça. Normalement, ça, vous connaissez. Dernière étape, et la plus importante. Vous apprenez, vous écoutez, vous veillez, vous répétez. Mais si vous faites tout ça, pourquoi obtenir des connaissances si vous les appliquez pas ou si vous les partagez pas? À quoi ça sert d'avoir des connaissances, d'avoir des convictions sans les mettre en pratique et sans péter le cercle vicieux qu'on a vu précédemment? Et vous allez me dire, ça sert à rien. Moi, vous savez, j'aime beaucoup le Hellfest. Du coup, on va en parler un petit peu. À quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça sert de prendre position? À quoi ça sert d'avoir des connaissances, de communiquer correctement? On va parler du Hellfest aujourd'hui parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur exemple pour la féminisation. Le Hellfest, c'est un festival de musique extrême, particulièrement de métal et tous les genres associés, ou parfois d'autres choses. Donc c'est pas quelque chose où vous imaginez des femmes dedans. Dans ce genre de festival, vous imaginez des grands barbus tatoués de partout, qui boivent des pichets de bière comme ça. Bon, il y en a, et nous, on est là aussi. Et du coup, donc, il y a eu un sociologue qui s'est intéressé au Hellfest pour savoir qui étaient donc les participants et participantes de ce festival-là. En 2011, 17% du public étaient des femmes. C'était déjà mieux que la tech. Hein, je vous rappelle qu'on est à 13%. Okay, bon. Métal, c'est la vie, quoi. En 2015, on est monté à 24%. C'est peut-être pas 50, c'est 24%. J'ai pas regardé les chiffres de 2020, parce que ce sociologue devait refaire cette étude pour 2020. Mais je suis sûre que ça a augmenté. Alors, il suffit de voir qui se balade tranquille sur les scènes et tout. Comment le Hellfest a-t-il réussi, ce festival qui attire que les gros barbus énervés, qui font des pogos, machin, qui boivent des pichets de bière, qui se lavent pas, qui puent, machin? Comment le Hellfest a fait pour attirer plus de femmes? Alors déjà, moi, personnellement, je suis déjà allée au Hellfest plusieurs fois, j'aime beaucoup y être. Est-ce qu'il y en a d'autres qui y sont allés? Ouais. Donc là, j'ai vu qu'une femme qui a levé la main. Ouais. Le Hellfest, c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Ça n'a rien à voir avec la tech, c'est pas un environnement pro, bien sûr, mais c'est un endroit où on se sent bien, c'est un endroit où on sait on va pas nous faire chier, c'est un endroit où je peux me promener à poil, il y aura aucun problème, il y aura pas de remarques, il y aura pas d'insultes, il y aura que dalle. Bon, évidemment, dans le monde pro, c'est un peu différent, mais juste, j'existe, je peux avoir des remarques. Juste, je parle trop fort, je vais avoir des remarques. Bah, le fait, je suis à poil, j'ai pas de remarques. Deux poids, deux mesures, un peu quand même... Comment le Hellfest a-t-il réussi? Pour commencer, le Hellfest communique correctement. Il communique de manière inclusive, que ce soit avec des mots épicènes, que ce soit avec l'utilisation du point médian, etc. Le Hellfest a pris, depuis un bon moment, le parti de s'adresser à tout le monde. Tout le monde, femmes compris. Ensuite, il n'y a aucune tolérance
pour les incivilités sexistes et sexuelles. Que ce soit de la part de l'orga, et que ce soit par rapport à l'ensemble du groupe qui va être au Hellfest. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, on peut jamais l'éviter à 100%, mais il y a une émulation globale et générale, il y a cette responsabilité collective qui a été prise par des gros métalleux qui boivent des pichets de bière, qui puent, qui se lavent pas 3 jours, et la tech, vous n'êtes pas capable de prendre cette responsabilité en étant sobre, propre. C'est fou quand même, hein? Responsabilité collective. L'orga agit. Il n'y a pas de « oui, mais on le connaît depuis longtemps, machin ». Non! On prend position dès qu'on a connaissance de quelque chose qui ne va pas, pour la sécurité de l'ensemble des participantes et participants. On prend position de manière officielle, que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout, par communiqué, tout. On prend position. On communique en ce sens, en disant tout simplement « non, on ne veut pas des gens comme ça. On sera toujours pour la défense des victimes, etc. » Il y a quelques années, donc un peu avant le Covid, il y a eu une grosse histoire au Hellfest avec du coup une personne qui s'est plainte d'une tentative de viol et ça a fait énormément de bruit. Le Hellfest a pris position immédiatement, enquêté, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas juste fait ça. Ils n'ont pas juste pris position. Ils sont allés plus loin. Ils ont créé une brigade, une squad, de personnes qui sont spécialisées pour répondre aux violences sexistes et sexuelles. Ils ont mis les moyens pour développer une application en ce sens aussi, ou si vous êtes en difficulté, faites un petit bip bip, il y a des gens qui viennent. Ils ont dépassé juste la prise de position. Ils ont agi, ils ont mis de l'investissement, ils ont mis des moyens. On parle d'un festival qui est associatif, qui ne fait pas en sorte de faire des bénéfices. Ils sont plus efficaces que la tech, ils ont moins d'argent, ils sont beaucoup plus bourrés, et ils font 10 fois mieux, c'est efficace, et ils vont toujours plus loin. Faut-il qu'on sélectionne que des métalleux et des métalleuses dans la tech? Moi, je suis pas. Voilà, on arrête pour le Hellfest. Pour conclure, du coup, cet échec de la féminisation dans la tech, nous sommes aujourd'hui qu'à 13% de femmes, alors qu'avant les études, il y a 56% des lycéennes, je vous rappelle, qui sont intéressées par le domaine du numérique. En fait, il faut pas dire, comme j'ai fait des pics tout à l'heure, en fait, il faut pas dire que voilà, c'est les mecs qui sont méchants, machin. Non, c'est l'environnement qui est toxique. C'est l'environnement, c'est toutes les personnes qui sont dans le secteur de la tech, moi compris, qui sont dans l'échec. Il n'y a pas une seule personne qui sort du lot. L'échec est collectif. Tant qu'on ne se dit pas que c'est nous ensemble qui sont dans l'échec, conjugaison tout ça, tant qu'on ne dit pas que c'est nous qui sommes dans l'échec, tant qu'on le dit pas, qu'on le verbalise pas, qu'on l'officialise pas, on va jamais avancer. On est dans une responsabilité collective, sur la communication, parce que si vous voyez quelqu'un dire des trucs sexistes, il faut réagir, il faut prendre position, il faut aller plus loin. Alors soit vous le faites en 1v1, on évite Gare du Nord, soit vous le faites en 1v1, soit vous le faites directement en public. Si c'est dans votre entreprise et que vous savez pas comment parler, et que vous l'avez déjà fait, vous savez, il y a des choses qui existent. Il y a les RH, il y a le CSE, il y a l'inspection du travail aussi, quand ça va plus loin. Vous avez les syndicats. Si vous savez pas comment parler, si vous avez toutes les sources à votre disposition, mais que vous avez du mal à communiquer, vous pouvez toujours agir, mais sous d'autres manières. Vous n'avez pas la force, vous n'avez pas les cuillères, comme j'ai appris il y a pas longtemps. Si vous n'avez pas les bagages pour, c'est pas grave. Vous pouvez toujours agir via d'autres moyens. Et puis, après, vous n'êtes pas obligé de, tout d'un coup, devenir des super militants engagés, c'est pas possible, ça. Vous y allez doucement.
vous y allez doucement, vous commencez par vraiment ce que vous avez envie en premier d'agir, sur quoi vous avez en premier d'agir. Est-ce que vous avez envie en premier d'utiliser une communication inclusive et par conséquent de genrer correctement les métiers? Si vous dites développeur, vous vous forcez à dire développeuse après, quand vous parlez à un groupe. Si vous dites tous, vous dites toutes. Si vous vous dites, j'en sais rien, moi, designer, designeuse, ça se fait pas trop, mais si on force, on force. Vous pouvez commencer comme ça. Vous pouvez commencer sinon par de l'écrit. C'est plus facile à l'écrit, parce que l'écrit, on a le temps de nous relire, on a le temps de réfléchir, alors qu'à l'oral, c'est vraiment des mécaniques à apprendre, et c'est beaucoup plus long. Faites des petits pas, des baby steps. Vous pouvez sinon commencer par vous énerver dès que vous voyez des blagues sexistes. Pour ça, suffit juste de me suivre sur LinkedIn. J'ai une grande tendance à ça. Ouais, et puis j'adore mes punchlines. Vraiment, il faut me suivre. Je suis à moitié comique, à moitié en roue libre. C'est un peu compliqué. Mais allez-y tout doucement. Vous mettez pas de pression. Le but, c'est juste d'avancer tranquillement, de faire des petits pas, petits progrès, mais au moins c'est sûr. Si vous faites tout d'un coup, vous allez vous dégoûter, vous allez en avoir marre, vous allez dire oh là là, cette conférence au final. Mais allez-y tranquillement. Du coup, j'ai un petit acronyme pour au final vous dire que tout ça, au final, c'est facile. Vous commencez par faire vos petits pas en travaillant votre communication. Pour moi, c'est le plus simple. Soyez têtu, bien relou. Soyez énervés quand vous voyez des choses sexistes et misogynes. Soyez les plus relous possibles. Ayez tous et toutes vos règles en même temps quand vous voyez des choses qui ne vont pas du tout. Et à force de faire ça, on dira, en fait, à ce genre de conf, ce genre de problématique, on lui dira, FTG, toi. C'est bon, c'est fini. Je pense que ce moyen mémotechnique, ça devrait aller. Commencez par de la facilité. Commencez vraiment par des petits pas, des petits progrès. Commencez dans la communication doucement. Soyez très 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 attentifs à plein de choses. Soyez énervés, soyez têtus, ne lâchez jamais. Le fait d'avoir des sources, ça va vous donner du bagage, ça va vous donner du bagot aussi. Vous allez avoir toujours quelque chose sur lequel répondre. Et à la fin, c'est pas juste les femmes qui seront gagnantes à être dans la tech. C'est la tech qui sera gagnante. Le fait qu'il n'y ait pas de femmes, et ça c'est si vous avez scanné le QR code précédemment, le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans la tech, ça fait perdre de l'argent au secteur, ça fait perdre de l'argent parce que l'absence de diversité, c'est l'absence de cerveau, c'est l'absence de réflexion, c'est l'absence de vision en fait complète sur un produit. Et nous, ce qu'on fait, c'est créer des produits. Donc chaque personne va avoir un pan différent. Et du coup, c'est le produit qui y perd, c'est le secteur qui y perd, c'est notre clientèle qui y perd. Donc il y a le fait d'être une femme, mais il y a encore d'autres choses dans la diversité. Il y a encore d'autres personnes dans la diversité, d'autres différences. Mais juste ça, je vous laisse regarder les grandes écoles du numérique qui a fait un article sur justement les pertes financières de ce chiffre-là. Et vous pourrez dire FTG dès que vous voyez un truc sexiste et misogyne. J'ai terminé. S'il y a quelques questions, j'ai 5 minutes. Merci. Alors la question c'est si est-ce que les entreprises en fait dans lesquelles les femmes s'épanouissent bien, est-ce qu'elles ont évolué dans leurs questions sur le fait d'avoir plus de femmes dans leur effectif, ou si elles ont été construites directement comme ça. Et du coup la question c'est est-ce que j'ai des sources à ce sujet? Non, je me suis pas posé cette question du tout pour le coup. Il faut vraiment regarder. Là, c'est vraiment spécifique à la création ou pas d'entreprise, et du coup, j'en ai aucune idée. Je préfère rien dire que des bêtises. Faut regarder. C'est une bonne question. Merci.
Alors du coup, la question, enfin c'est pas une question, c'est entre les deux, c'est si on a 13% de femmes dans le numérique, on devrait avoir 13% de CTO femmes. Alors, j'ai une statistique non pas sur le CTO, mais sur les personnes qui créent des startups en France. Si tu me laisses 3 secondes, je peux te la trouver. Et je pense que c'est une que j'ai mis dans le GitHub, mais je suis même pas sûre. Il y a quoi qui s'affiche là? Rien. Alors, donc, les startups cofondées par les femmes. Alors, il y a des gros problèmes d'argent entre les entreprises créées déjà par les hommes et les femmes. Un homme lève 1,6 fois plus de fonds et une femme 3,4 fois plus si elle est en duo avec un homme. Alors, je sais pas, est-ce que ça veut dire que quand vous donnez de l'argent à des startups, vous êtes rassuré quand il y a une femme pour être sûr que le mec il dépense pas tout? Peut-être. Donc, en termes d'argent, il y a beaucoup de différences sur les fonds. Et ensuite, il me semble qu'il y avait autre chose. Je l'ai pas là tout de suite. Mais je me souviens que c'était les grandes écoles du numérique qui avaient fait une statistique justement sur les entreprises qui sont fondées ou pas par des femmes. Et le problème, c'est que quand tu crées une start-up, il y a toujours ce besoin d'argent, ce besoin d'investissement. Et à partir du moment où tu cofondes une entreprise avec une femme, tout de suite, tu vas avoir moins de thunes par rapport à des concurrents. Donc forcément, est-ce que tu vas peut-être te dégoûter le fait d'avoir un poste à responsabilité tel quel? Est-ce que tu vas vouloir quitter la tech du coup avant tes 35 ans, comme la moitié des femmes? Il faudrait creuser un petit peu davantage là-dessus, mais bonne question. Ouais. Je l'ai pas cherché, c'était pas. J'aurais pu faire effectivement un parallèle entre les deux, mais du coup j'ai pas cherché du tout. C'est sûr, mais il y a d'autres facteurs. Il peut y avoir plein de facteurs. Maintenant, quand tu vois que il y a quand même la moitié, c'est juste, c'est très 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 grand comme chiffre. Mais après, ouais, le parallèle pourrait être intéressant. À voir s'il y a des stats aussi en ce sens. Ouais. Alors du coup, la question c'était est-ce que je pourrais refaire ce type de conférence, mais pas orientée femme, mais plutôt orientée complètement de diversité de genre en fait. Moi, je te répondrais que sincèrement, c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis pas LGBT, je suis hétéro, et pour moi, c'est pas à moi de porter la voix de personnes que je suis pas. J'ai pas envie de manger la voix d'autres personnes. Du coup, c'est pas quelque chose où je me sentirais de le faire. Je sais pas que je me sentirais pas légitime parce que je pourrais trouver des chiffres, etc. Mais c'est pas à moi de voler la voix en fait de personnes qui sont déjà en minorité, qui ont déjà du mal à être introduites dans une société où c'est extrêmement compliqué, où il y a encore plus de harcèlement, où le outing en entreprise est extrêmement compliqué, etc. Du coup, pour moi, c'est pas à moi de le faire parce que je suis pas LGBT du coup. Ouais, bah c'est un peu le. On verra, mais en tout cas, je pense pas que ce soit à moi de le faire. Merci beaucoup à tout le monde.